Bienvenue sur My Fashion Stories Box podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. Je m'appelle Catherine et je suis heureuse de vous retrouver. Découvrons ensemble le monde merveilleux de la mode, de l'histoire et de l'histoire de la mode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui m'a intriguée et fascinée dès que j'ai entendu parler d'elle. Jeanne Toussaint, surnommée la Panthère de Cartier. Et pour cause, elle a tout d'une héroïne romanesque. Imaginez donc. Elle est née en Belgique à la fin du XIXe siècle, dans un milieu modeste, et quelques années plus tard, elle se retrouve à la direction artistique d'une des plus grandes maisons de joaillerie de luxe, Cartier, a pour meilleure amie Gabrielle Chanel et a vécu des histoires d'amour passionnelles. Dans cet épisode, nous verrons l'ascension sociale de Jeanne Toussaint dans le Paris de la Belle Époque, des années 20 et des avant de la Deuxième Guerre mondiale. Nous essaierons d'en apprendre plus sur ses origines sociales et sur sa personnalité. Nous verrons comment elle est arrivée chez Cartier et de quelle manière elle a contribué à la vision actuelle que nous avons de cette marque. Enfilez vos plus beaux bijoux et préparez-vous à faire un voyage dans le temps auprès d'une femme à la destinée incroyable. Jeanne Toussaint. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, Jeanne Toussaint a été une personnalité très influente dans la haute société parisienne de la première moitié du XXe siècle et à son échelle a révolutionné le monde de la joaillerie, tout du moins celui de la maison Cartier. Mais Jeanne Toussaint, c'est aussi une vie remplie de passion, de combats, le tout sous le signe de la panthère. On sait très peu de choses sur l'enfance de celle qui était surnommée Pampan par sa sœur. Un mystère entretenu, il semblerait, sur le même modèle de celle qui deviendra sa meilleure amie, Coco Chanel. Jeanne Toussaint naît le 13 janvier 1887 à Charleroi, en Belgique. Sa mère est dentelière et son père commerçant. Elle a une sœur aînée, Charlotte. À la mort de son père, il semblerait que sa mère se soit remariée avec un Allemand, personnage qui aurait eu un comportement déplacé envers Jeanne et sa sœur Charlotte. Beaucoup de conditionnels, me diriez-vous. Il semblerait que Jeanne ne racontait presque rien sur son passé, par coquetterie, par honte, ou peut-être par volonté d'aller de l'avant. D'après Pierre Rennereau, directeur images, style et patrimoine de la maison Cartier, cité dans un article de Madame Figaro publié le 4 novembre 2022, le fait qu'on en sache si peu est symptomatique de sa force. Elle s'est battue seule et ne se plaignait jamais. Et pour se battre, Jeanne semble avoir fait preuve d'une ténacité à toute épreuve. Pour échapper aux conditions de vie modestes de sa famille, elle part d'abord à Bruxelles, où elle rencontre le comte Pierre de Quinsonas, qui y habite dans l'objectif d'échapper au service militaire. Les deux jeunes gens tombent follement amoureux l'un de l'autre. Pierre lui promet le mariage, promesse sur laquelle il doit revenir sous la pression de sa famille. Jeanne ne fait pas partie du bon milieu social. Et ce sera d'ailleurs tout le drame de la vie de Jeanne. Ne pas faire partie du bon milieu social pour épouser l'homme qu'elle aime. Mais elle prendra sa revanche. Même s'il ne peut pas l'épouser, Pierre va l'emmener avec lui à Paris, où elle deviendra une femme entretenue. Jeanne a tout juste 16 ans. Elle arrive dans le Paris de la Belle Époque. Elle devient ce qu'on appelle une cocotte, une courtisane, une demi-mondaine, une grande horizontale. Tous ces termes, plus ou moins péjoratifs, pour désigner ces femmes entretenues par leurs amants, en règle générale assez fortunés, qui ne peuvent pas les épouser de manière légitime à cause de préjugés sociaux de l'époque. Cette catégorie sociale, tolérée dans l'écosystème parisien, avait cependant toute son importance.
ces femmes servaient de vitrines aux hommes qui les entretenaient et leur offraient appartements, hôtels particuliers, mais surtout bijoux et vêtements de luxe. De plus, elles se rendaient très visibles, fréquentaient les endroits à la mode pour être vues et remarquées par leurs futurs clients. Elles se transformaient à l'occasion en mécènes des arts et tenaient salon. Elles étaient leurs propres ambassadrices de marque et étalaient leur richesse comme autant d'appâts. Leur compagnie était recherchée pour leur conversation, leur beauté, leur intelligence et ce petit parfum de scandale qui les entourait. Pour les grandes maisons de mode de l'époque, ces cocottes représentaient une part importante de leur clientèle, que ce soit indirectement, par les cadeaux de leurs amants, ou directement, quand elles s'achetaient leurs propres articles de mode. L'ambition d'une grande horizontale ? Faire un beau mariage avec un de ses amants fortunés et de bonne famille, et ainsi prendre sa revanche sur ce monde guindé de la haute société qui les méprise. Ce que Charlotte, la sœur aînée de Jeanne, parviendra à faire en se mariant avec un lord anglais et en devenant Lady Whitcomb. Jeanne rejoint donc les rangs des demi-mondaines parisiennes, guidée par sa sœur Charlotte. Elle découvre dans un premier temps les bijoux Cartier qui lui sont offerts par ses amants. Elle en achète elle-même. Puis, elle rencontre Cartier en chair et en os. Jeanne croise Louis Cartier pour la première fois en 1914 au lieu à la mode de l'époque, le Maxims. Et là, c'est le coup de foudre. Louis Cartier, petit-fils du fondateur de la maison, est né de la fratrie des Cartier, composée de Pierre et de Jacques, qui ont relevé l'entreprise familiale pour la positionner comme le joaillier des rois et le roi des joailliers, dixit Édouard VII d'Angleterre. Homme d'affaires reconnu, la petite quarantaine, riche, considéré comme l'un des plus beaux hommes de Paris, et nouveau célibataire sur le marché, très convoité par la gente féminine, surtout suite à son récent divorce d'avec la fille du couturier Charles Frederick Worth. Francesca Cartier-Brickell, arrière-petite-fille de Jacques, le dernier de la fratrie des Cartier, retrace les souvenirs de Jean-Jacques Cartier, son grand-père, dans son livre « Les Cartier, l'incroyable histoire de trois frères qui ont transformé une humble bijouterie parisienne en un empire mondial du luxe ». Elle décrit Louis de la manière suivante. Trentenaire aux yeux bleus, aux cheveux blonds foncés, à la moustache relevée. En résumé, un homme charmant et charmeur. Quant à Jeanne, elle y est décrite ainsi. Toujours habillée de façon impeccable, portant le plus souvent un collier de perles autour du cou, sa chevelure noire parfois enroulée dans un turban chic, Jeanne Toussaint était connue pour son sens du style. Comme Coco Chanel, c'était une femme forte et indépendante. Elle n'était pas grande, mais elle avait une présence immense. Jeanne, petite femme extravertie, pleine d'énergie, espiègle, au charme fou dont la compagnie est recherchée par tous, muse d'artistes tels que Paul Helleu, Adrien Drian, Giovanni Boldini ou encore Adolphe de Meyer, meilleure amie de Gabrielle Chanel et dotée d'un sens du style particulier qui donnera plus tard naissance au goût Toussaint. Son allure, sa personnalité enflammée, féline, attire l'attention de l'héritier. Une relation passionnelle voit le jour alors qu'elle-même, à l'époque, elle fréquente le baron Pierre-Élie d'Oissel. Ils seront l'un pour l'autre le plus grand amour de leur vie. Mais là, rebelote. Quand Louis décide de l'épouser, la famille dit non. Son statut de demi-mondaine ne fait pas l'unanimité dans le clan des Cartier et Louis finira par céder à la pression familiale pour se remarier en 1924 avec une comtesse hongroise, Jacqueline Almacé. Cependant, il ne se sépare pas complètement de Jeanne. Puisqu'il ne peut pas l'épouser, il va l'employer. Jean-Jacques Cartier rapporte, toujours extrait du livre Les Cartier par Francesca Cartier-Brickell,
Jeanne Toussaint était l'âme sœur de Louis. Mes parents pensaient qu'il aurait dû l'épouser, qu'elle le rendait vraiment heureux. Mais il y avait beaucoup de snobisme à l'époque. La classe sociale comptait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Grand-père et oncle Pierre pensaient que Louis pouvait trouver mieux. Et l'oncle Louis était un peu snob. Il aimait frayer avec la bonne société. Il a peut-être pensé que Jeanne, avec son passé, aurait nui à son image. Mais il l'aimait, c'était évident. Jeanne n'épousera pas Louis Cartier, mais ils restèrent très proches jusqu'à la mort de ce dernier, le 23 juillet 1942, à l'âge de 67 ans. Jeanne se remettra avec le baron Pierre-Élie d'Oissel, qui finira par l'épouser en 1954, une fois les oppositions familiales vaincues. Jeanne a 67 ans. Ils vivront ensemble jusqu'à la mort de Pierre, quelques années plus tard, en 1959. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, Jeanne était reconnue pour son sens du style. Elle savait de manière intuitive comment marier les couleurs, les matières, les formes. Elle était aussi très curieuse et s'intéressait à tout ce qui se passait dans le monde. Dans les années 20, les ballets russes et leurs vagues orientalistes vont l'inspirer. L'attrait pour l'Égypte antique suite à la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922 va la fasciner. L'Inde, le Japon, l'Orient et l'Occident, l'antique et le nouveau, les arts, tout va être source d'intérêt pour Jeanne qu'elle va décliner dans ses tenues, ses accessoires, la décoration de son appartement, les petits sacs qu'elle commence à décorer pour les vendre avec sa copine Coco Chanel, devenue la designer incontournable bien avant de travailler pour Cartier. Il faut dire que c'est une fashionista à la base. Jeanne aime être à la mode, elle aime expérimenter, elle aime les belles choses, elle aime porter la nouvelle mode avant tout le monde. C'est une visionnaire. Et Louis, en tant que détecteur de talons avisé, voulait profiter de ses compétences. Jeanne intègre le 13 rue de la Paix vers 1920. Elle a d'abord la charge de concevoir des sacs, activité qu'elle pratiquait déjà donc et qui lui avait valu une certaine réputation. À partir de 1925, elle a la responsabilité de la ligne S, S pour Silver ou pour Soir, en charge de la confection d'accessoires tels que les fumes-cigarettes, très à la mode durant les années folles, ou les poudriers, tous deux compagnons des femmes libres de l'époque. Jean-Jacques Cartier parle de Jeanne Toussaint de la sorte. Lorsque Jeanne Toussaint a fait ses débuts chez Cartier, Louis l'a mise au département des sacs à main, car elle était douée pour les tissus. Rue de la Paix, elle était connue pour sa capacité quasi miraculeuse à tirer 2 sacs d'une pièce de brocart ancien ou de soie. Elle savait la couper de la manière la plus efficace pour ne pas en perdre un centimètre. Cela faisait l'admiration de Louis. Elle va contribuer à l'engouement pour le style art déco et les formes géométriques que l'on retrouve si présentes dans les bijoux et autres diadèmes réalisés par la maison Cartier à cette époque. Il faut quand même noter que la nomination d'une femme à la tête d'une ligne est assez avant-gardiste pour la période. Même si les années 20 sont en général synonymes de plus de liberté pour les femmes, elles ne sont pas vues comme égales des hommes qui restent les maîtres absolus, et encore plus dans le monde de la joaillerie. Mais Jeanne Toussaint n'est pas une femme comme les autres. Elle est de la même trempe que Gabrielle Chanel, des femmes parties de rien et qui vont dominer tout en se servant des hommes. C'est une féministe à sa manière. Prendre la place d'un homme, avoir les mêmes pouvoirs, voire plus qu'un homme, jouer selon les mêmes règles du jeu que les hommes, mais dans le but de servir la cause des femmes, la cible principale de la maison. Jeanne atteint le Saint Graal en 1933, quand Louis Cartier, sur le point de partir à Budapest pour y vivre avec sa seconde épouse, la préfère pour le poste de direction artistique de la haute joaillerie. C'est une première. En effet, c'est la première fois qu'une femme est nommée à la direction artistique d'une maison de joaillerie. Et cela va faire bien des envieux. Quant à elle,
Elle va mettre ce nouveau pouvoir au service des femmes en leur proposant des bijoux, des accessoires, des innovations alliant beauté, originalité, confort et liberté. Jeanne est dans l'air du temps et sait parfaitement surfer avec les tendances, les attentes de la société. Elle souhaitait réaliser des bijoux uniques pour retranscrire les personnalités uniques de ses clientes. Pierre Rennereau dit d'elle qu'elle a une intelligence singulière parce que son parcours est lié à sa bonne compréhension des univers qu'elle traverse. Et tout cela, bien entendu, rapporte à la Maison Cartier. Jeanne ne sait pas dessiner. Elle préfère montrer, expliquer en 3 dimensions. Dans son livre La Panthère, dédié à la vie de la créatrice de bijoux, et livre que je vous recommande chaudement car il se lit comme un roman et non comme une biographie, Stéphanie Deshors, qui pour les besoins de ce livre a travaillé en étroite collaboration avec la Maison Cartier et a interviewé des personnes qui ont connu Jeanne Toussaint, explique qu'elle travaillait avec de la pâte à modeler et juxtaposait différentes gemmes pour transmettre ses idées. Les dessinateurs de la maison, Edmond Forêt, Charles Jacot, Gérard Dessouche et Peter Lemarchand, réalisaient ensuite le bijou en 2D qui était après reproduit dans les ateliers de la maison. La personnalité innovatrice de Jeanne s'allie parfaitement avec l'ADN de la Maison Cartier, dont le motto était « Ne jamais copier, toujours créer ». Jeanne va donc créer. Dans son livre sur l'histoire de sa famille, Francesca Cartier-Brickell rapporte la façon dont Jeanne était perçue au travail. Ceux qui ont travaillé avec elle évoquent systématiquement son goût exceptionnel, mais aussi le fait qu'elle aimait être la seule, dans le sens où elle voulait être reconnue comme le moteur du processus créatif. Et cela va créer des conflits internes, notamment avec le designer Charles Jacot, avec qui les relations étaient déjà très tendues et qui va même l'accuser de s'approprier ses créations. Sur la lancée des frères Cartier, Jeanne va innover, va défier les artisans des ateliers de la maison pour aller au-delà du possible et toujours surprendre. Elle va leur demander de travailler sur des montures invisibles afin de mettre les pierres en valeur et influer une notion de mouvement. Elle va remettre l'or jaune au goût du jour alors que les préférences allaient au platine, mode lancée par Cartier au début du siècle. Elle va mêler pierres précieuses et pierres semi-précieuses pour jouer sur les contrastes de couleurs et de textures. Le volume, le mouvement, la mobilité des bijoux créés et la notion de confort font partie de ses priorités. Créer des bijoux spectaculaires et originaux, certes, mais pas aux dépens du confort de les porter. Ils sont là pour souligner la sensualité des femmes et non pas pour les alourdir et les empêcher de bouger. Les années 20 et l'art déco dans ses formes géométriques vont énormément l'inspirer. Puis ce sera l'iconographie indienne, l'orientalisme, au fil des voyages des trouvailles des frères Cartier. Et enfin, la nature avec les fleurs, mais surtout les animaux, qui vont devenir son obsession, et elle va demander à créer un vrai bestiaire de créatures réelles ou fantastiques, telles que les dragons, les chimères, serpents et autres crocodiles, oiseaux, chouettes, coccinelles, tortues, etc., etc. En 1941, sous l'occupation, et alors que les bureaux londoniens de Cartier accueillaient le général de Gaulle et son appel à la résistance, Jeanne Toussaint, à qui Louis Cartier a laissé la responsabilité de la maison parisienne avant de s'exiler aux États-Unis, va aussi prendre position à sa manière. Dans les vitrines du 13 rue de la Paix, une broche, représentant un rossignol aux couleurs du drapeau français, en lapis-lazuli, corail et saphir, emprisonné dans une cage en or et intitulé « L'oiseau en cage », va attirer le regard de la Gestapo. Jeanne Toussaint est arrêtée et sommée de s'expliquer sur la signification politique de ce bijou, vu comme une provocation par l'occupant nazi. Elle argumentera son choix en disant qu'elle aime les oiseaux et que c'était un hommage à Yvonne Printemps, surnommée le Rossignol, et pour qui elle avait créé des breloques de bracelets en forme d'oiseau en 1933.
Elle est aussi interrogée sur les activités de la maison Cartier à Londres et est suspectée de résistance. Elle sera libérée quelques jours après son arrestation par l'intervention de son ami Gabriel Chanel, aux sympathies affichées envers l'idéologie nazie et aux relations intimes avec certains membres haut placés de l'occupation. À la libération, l'oiseau en cage trouvera son pendant avec une broche appelée l'oiseau libéré, représentant le même rossignol, mais les portes de sa cage en or sont ouvertes. Et la panthère dans tout ça? Et oui, la panthère est intimement liée à la maison Cartier au point qu'elle en est devenue le symbole. Mais la panthère était aussi l'animal fétiche de Jeanne. Sa sœur, ses amis, la surnommaient Pampan, diminutif de panthère, et elle était même appelée Pampan Toussaint à certaines occasions. Cet animal semblait retranscrire au mieux la personnalité de Jeanne, son caractère passionné, intransigeant, son côté félin, intimidant parfois, inabordable, froid aux premiers abords, sa grâce et son élégance. Quand Jeanne rencontre Louis, la panthère avait déjà été adaptée en bijoux, sous forme d'imitation de pelage, avec des diamants blancs et de l'onyx noir sur une montre-bracelet en 1914, puis sur une montre pendentif en 1915. Et en 1917, Louis Cartier offre à Jeanne un étui à cigarette représentant une panthère. Une illustration de Georges Barbier sur demande de Louis Cartier qui, pour la réalisation d'un carton d'invitation en 1914, figure une femme élégante avec une panthère noire en arrière-plan. La panthère entre officiellement dans l'iconographie de la marque. Il semblerait que cette demande d'ajouter une panthère serait déjà liée à la personnalité de Jeanne Toussaint, que Louis avait commencé à fréquenter à l'époque et qu'il surnommait sa petite panthère, car elle portait toujours un manteau de fourrure de panthère. Beau témoignage d'amour, n'est-ce pas? Mais il faut attendre 1948 pour avoir la version de la panthère Cartier que nous connaissons aujourd'hui. Le motif est réalisé par le dessinateur Peter Lemarchand sur les indications de Jeanne Toussaint. Elle est d'abord représentée sous forme de broche en or jaune émaillé avec une émeraude de 116,74 carats. La commanditaire? La duchesse de Windsor, Wallis Simpson. Cette dernière commandera une autre broche panthère en 1949, la version très célèbre d'une panthère assise sur un cabochon de saphir, dont voici une description. Campée sur un saphir cabochon de 152,35 carats, revêtu d'un pavage de diamants tachetés de saphir calibré, l'animal est empreint de férocité et de sensualité. Ces broches panthères seront suivies par des bracelets panthères en 1958, puis par des manchettes, des colliers, des pendentifs, des bagues, des montres, des fermoirs de sac à main, des foulards, des montures de lunettes et même un parfum. La panthère est maintenant incontournable, au point que Jean Cocteau dira à Jeanne « Vous avez lancé une mode, je forgerai un mot, les femmes élégantes et fortunées sont définitivement affectées de panthéromanie. » Véritable prouesse technique pour reproduire l'aspect de la fourrure, les muscles, tout en donnant une impression de mouvement et de volume, la panthère de Cartier résume le savoir-faire et les connaissances des ateliers de la maison. Travail de sculpture, sertissage, incrustation de pierres, travail des différents matériaux et pierres. Les plus grands la porteront. Wallis Simpson, la duchesse de Windsor, à l'origine de l'engouement pour les panthères Cartier, Daisy Fellow, Nina Aga Khan, Maria Felix, Barbara Hutton et, plus récemment, l'actrice Vanessa Kirby. La panthère incarne une figure sauvage, indépendante, sensuelle, libre, puissante, féminine et audacieuse, à l'image de son instigatrice. Porter un bijou représentant cet animal, c'est symboliquement s'approprier les vertus et les qualités qu'on y associe. Devenue l'emblème de la marque Cartier, elle vise à refléter les valeurs contemporaines et la vision que la maison de joaillerie a de la femme.
une femme résolument moderne qui s'impose et s'affranchit des carcans de la société. Pierre Rennereau dit d'ailleurs « Il y a une panthère pour chaque femme ». Et tout ça grâce à une femme qui s'est imposée dans un monde d'hommes et qui a relevé les défis de la société de son époque, Jeanne Toussaint. Quelle vie romanesque, n'est-ce pas? Jeanne s'éteint en 1978 à l'âge respectable de 91 ans, après avoir vécu une vie bien remplie, traversé le Paris de la belle époque de la Première Guerre mondiale, des années folles, l'occupation, la libération. Elle aura côtoyé les plus grands, aimé et avoir été aimée passionnément, et laissé son empreinte indélébile sur la joaillerie. Ultime hommage de la maison Cartier, par Arnaud Carrez, directeur de la communication Cartier, est cité dans un article de Vogue France. Jeanne Toussaint, c'est avant tout une femme qui a révolutionné la joaillerie contemporaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de My Fashion Stories Box podcast. J'espère que vous avez aimé en apprendre plus sur celle qui était surnommée la Coco Chanel de la joaillerie. Si vous souhaitez développer certains points sur la vie de Jeanne Toussaint ou sur la famille Cartier, vous trouverez dans la description de cet épisode les liens vers les 2 livres que j'ai mentionnés. Les Cartier, l'incroyable histoire de 3 frères qui ont transformé une humble bijouterie parisienne en un empire mondial du luxe, par Francesca Cartier-Brickell, et La Panthère, par Stéphanie Dehors. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Suivez-moi sur Instagram et Facebook pour compléter l'écoute du podcast avec des visuels. Et si vous aimez My Fashion Stories Box podcast, laissez-moi un petit commentaire, cela me fera grandement plaisir. Je suis Catherine et vous venez d'écouter un épisode de My Fashion Stories Box podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. À très vite pour un prochain épisode.